En direct toujours du Parc Jourdan, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, pendant que le monde connaît des désordres. On espère qu'il ne va pas s'écrouler, c'est pas la fin du monde, mais il y a une situation économique tout à fait nouvelle avec l'explosion de l'inflation. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. On parle aux rencontres économiques des désordres du monde et des façons d'y remédier. Et là, on a choisi un angle un peu particulier sur le plateau de la tribune. Nous recevons depuis 2 jours de nombreux dirigeants et dirigeantes d'entreprises pour parler de cette situation. Nous avons Véronique Bédag, qui est la directrice générale de Nexity, donc on va parler de logement, et Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain. On va parler de logement et de villes durables, et cette transition des villes face notamment aux défis du climat. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, face à cette situation qui conduit à des hausses de l'énergie, des matières premières, enfin une crise d'offres inattendue, ou en tout cas, peut-être l'aviez-vous prévu, mais en tout cas dont les effets sont assez brutaux et assez soudains, en quoi ça change un petit peu votre vision et votre approche, à la fois à court terme ou à moyen terme, de vos métiers, notamment de la construction de logements? Eh bien, en matière de construction, je pense que ça accélère au fond ce qu'on était en train de faire, puisque évidemment on n'avait pas prévu que les coûts de construction augmenteraient de 10% en 18 mois, ça n'était pas dans nos équations. Mais en tout cas, ce qu'on savait, c'était qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus durable. Et beaucoup plus durable, ça suppose de trouver des matériaux différents, et ça, Benoît en parlera mieux que moi. Ça suppose aussi de changer nos modes constructifs et d'utiliser moins de matière en réalité. Et donc, au fond, ce qui nous arrive aujourd'hui, qui augmente à l'évidence le prix de construction des logements, nous oblige à accélérer ces mouvements-là. Parce que sinon, les logements sont vraiment inaccessibles par la plus grande majorité de la population. Ça avait déjà un peu commencé avec la réglementation aussi, ce qu'on appelle la fameuse RE 2020 qui laissait prévoir et prédire des hausses de prix. On parlait déjà rien qu'avec cette réglementation de hausse de environ 10%. Non, là, on est dans quel ordre de grandeur? Alors, quels sont les chiffres? Quel est l'ordre de grandeur de l'inflation des prix de la construction? L'indice d'inflation, c'est 10% en 18 mois. Donc, c'est public. Sur la RE 2020, je pense que l'augmentation des coûts a été très exagérée. Je pense qu'on était dans ces ordres de grandeur-là si l'entreprise, le promoteur n'avait pas anticipé au fond ce basculement. Nous, la RE 2020, je le dis, on l'a passé cette année relativement facilement, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on travaille le bas carbone, le bois. Donc moi, ce qui m'inquiète plutôt dans le moment, c'est l'étape suivante. C'est par exemple le Pinel Plus, le Pinel de l'année prochaine, qui a été conçu en mois d'octobre l'année dernière dans des circonstances qui étaient très différentes et qui a par exemple pour conséquence d'augmenter les surfaces de tous les appartements, d'augmenter les surfaces des espaces extérieurs de tous les logements et d'augmenter considérablement le coût. Ça, je pense que nous, on a besoin dans le moment de politiques conjoncturelles qui se réalignent sur le logement pour éviter que les prix ne continuent une inflation qui rendra vraiment le logement inabordable pour la population française. Alors, on a un ministre du Logement qui vient d'être nommé, Olivier Klein. C'est un vrai spécialiste, et notamment de la rénovation urbaine, et il a été à l'ANRU. Est-ce que vous pensez que sa nomination est un signe positif qui montre qu'il y a la prise de conscience réelle qu'on est quand même face à une vraie risque de crise du logement, peut-être aussi grave que celle qu'on avait connue avec l'abbé Pierre? Moi, ce que je pense, c'est un ministère de la ville et du logement, c'est-à-dire que ça n'est plus seulement le logement. Moi, ce qui me fait beaucoup peur dans les politiques du logement, c'est que ça devient un secteur de spécialistes, un secteur extrêmement technique, très technique, où on ajoute des tranches, des technicités qui donnent vraiment pas une politique cohérente. Donc ça, je pense que c'est un bon signe. C'est un maire bâtisseur. On a beaucoup travaillé avec maire lui. De Clichy. Absolument, c'est un maire bâtisseur. Je pense qu'il est vraiment au fait de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que sa difficulté à lui sera malgré tout que tous ces politiques sont des politiques de long terme. Ce sont des politiques qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. C'est un peu un paquebot qui va être difficile à changer. Le secteur du logement, il faut 4 à 5 ans pour construire des logements. On peut le regretter, mais c'est quand même à peu près ce qu'il faut aujourd'hui. Entre le moment où on trouve le terrain, on obtient le permis, on sachant construit. qu'il va y avoir des élections municipales dans 3 ans. Oui, donc le temps est très très long. Ça pourrait être un facteur de frein, c'est ça que je veux dire. Je pense que simplement, pour le faire bien, sans que ça coûte trop cher, c'est vraiment une politique de moyen terme. Mais c'est compliqué. Vous voyez bien que dans le moment, compte tenu de la crise qui est à nos portes, voire chez nous,
La tentation d'un gouvernement, c'est de répondre tout de suite maintenant aux situations de crise, sans se donner cette vue du long terme qui, au fond, peut permettre de loger les Français ça, c'est le correctement. dilemme éternel de la politique que vous avez connu quand vous étiez Absolument. dans ce monde-là. Absolument. Benoît Bazin, un peu la même question. Voilà, est-ce qu'on est avec cette inflation sur une vraie crise du logement à venir, avec des problématiques d'approvisionnement? Comment est-ce que chez Saint-Gobain on voit les choses, et quelle réponse court terme ou moyen terme vous voyez venir ou que vous pourriez apporter? Je pense qu'il faut... Allez-y, oui, ça marche. Il faut intégrer une logique d'investissement. Investissement, comme l'a rappelé Véronique, sur le logement neuf, et également investissement sur la rénovation énergétique des bâtiments. On sait que pour rester sur nos trajectoires de décarbonation, donc pour le climat, il faut tripler la rénovation énergétique. On voit l'urgence qu'il y a à le faire également pour le pouvoir d'achat des ménages. Donc moi j'attends du ministère du Logement et des politiques publiques en France une accélération sur la rénovation énergétique du bâtiment. Elisabeth Borne a annoncé de passer de 500 000 à 700 000, donc ça oui, doit il vous faudrait satisfaire. Faire 1 million ou 1,5 million. Ouais. Et c'est vrai aussi... Pas encore assez ambitieux. On peut faire d'une pierre trois coups, parce que c'est bien pour le climat, c'est bien pour le pouvoir d'achat, et c'est aujourd'hui notre indépendance nationale en termes de souveraineté énergétique qui en dépend. Donc il n'y a pas de meilleur investissement que la rénovation énergétique des bâtiments. Ça veut dire attirer plus de compétences dans le monde du bâtiment pour avoir une politique de l'offre qui a fait défaut sur les dernières années, dans le neuf comme dans la rénovation. Donc je pense qu'il y a un champ qui correspond vraiment au bien-être, au bien-vivre de nos citoyens, qui est très très attendu. Il faut, pour être capable d'accélérer, faire des bons fléchages sur des sujets comme la prime rénov', sur les passoires énergétiques à rénover très rapidement, sur les villes qui sont en souffrance de logements neufs. Donc il y a véritablement un plan de conquête qui ne se fait pas dans une seule année, mais sur du moyen terme, qu'il faut relancer. Moi, je suis confiant qu'avec un ministre du Logement qui connaît bien le terrain, on puisse arriver sur un souffle de moyen terme très important. Alors sur MaPrimeRénov', justement, qu'est-ce que vous attendez? On sait que ça va être le grand sujet, hein, effectivement. Est-ce qu'on va avoir une prime Rénov' Plus? Et si vous aviez... si vous vous souvenez de la publicité Monsieur Plus, là, vous demanderiez combien? Il faut une prime Rénov' Plus. C'était 700 000 projets l'an dernier. Il faut surtout passer à plus de rénovation globale. Est-ce qu'il faut l'étendre à plus de gens et plus de... Il faut plus peut-être la flécher et encourager une rénovation globale pour qu'il y ait plusieurs gestes de rénovation pour que véritablement... Qu'est-ce que c'est une rénovation globale? C'est dans le diagnostic de performance énergétique gagner 1 ou 2 crans de performance et pas juste rester sur le même cran et bénéficier d'une subvention. Et deuxième grand chantier, et là les pouvoirs publics peuvent faire beaucoup, c'est l'exemplarité de l'État, des collectivités locales sur les hôpitaux, les écoles, les crèches, les mairies, en termes d'efficacité énergétique des bâtiments publics. Véronique Bédac, sur tous ces sujets, vous demandez quoi? C'est le moment. En écoutant Benoît, je me disais qu'en réalité, sur le terrain, les choses changent très très vite. Parce que chez Nexity, par exemple, on est dans un continuum désormais, vraiment sans rupture quasiment, entre le neuf, le rénové et la rénovation énergétique. Nous, on est promoteurs et syndics. Et ça, je pense que le fait que nous, on soit déjà dans ce mouvement-là, ça montre que sur le terrain, les choses changent. Moi, je pense que sur la prime rénov', plus elle sera simple, mieux ce sera. Toujours la simplicité. Et c'est pas si simple mettre que des ça. barrières à l'entrée pour essayer de faire des économies comme Bercy sait faire. C'est un système que s'il marche, il faut le casser. On dirait que vous avez lu la réglementation de la prime rénov', non? Non, mais j'ai été Bercy Watcher quand j'étais jeune. Je sais que c'est comme ça, quand un truc marche, on le casse en général, quand on est au ministère des Finances, surtout du budget. Non, mais il y a plein de conditions. Enfin, c'est pas. Dis pas ça à l'ancienne directrice du budget. Non, surtout pas. Mais voilà, donc de la simplicité. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple. Il faut en aussi, fait, c'est le moment de dépenser dans ce secteur. S'il y a un secteur dans lequel il faut, mais dépenser au bon sens du terme. Et puis il faut peut-être simplifier. Alors là, c'est ma casquette de syndic, mais encore ce qui se passe dans les assemblées générales. Nous aujourd'hui, on a réussi à sortir 60 dossiers de rénovation énergétique. On en a 300 sous le coude. Il faut 3 assemblées générales pour ça. Vous savez tous ce que c'est qu'une assemblée générale. Combien de temps ça? Il en faut 3. Donc voilà, c'est trop long. Et 3, si tout le monde est d'accord et que ça se passe bien. Hein, 3, c'est pas qu'il y a un désaccord. Simplifier les aides et simplifier les process de décision, parce que finalement, à force de procrastiner ou de ralentir, on n'avance pas. Peut-être Benoît Bazin, on avait parlé de ça ensemble, je m'en souviens très bien. Dans les goulets d'étranglement, alors il y a le prix des matériaux, vous pouvez nous en parler un petit peu, mais le grand sujet, c'est aussi les artisans, c'est la formation.
parler de la CAPEB notamment, de toutes ces fédérations. Est-ce que vous vouliez essayer de mettre en place un plan de formation, d'accompagner en tout cas tous ces nouveaux métiers de la transition énergétique? Alors l'ensemble du monde de la construction a quand même créé 100 000 emplois depuis un an, donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas assez, mais ce sont quand même des emplois intéressants, non délocalisables, qui montent en puissance. Il faut continuer à rendre le monde du bâtiment moderne. On mesure des kilowattheures par mètre carré, on mesure du CO2, on utilise des maquettes numériques. Donc c'est un monde qui évolue à toute vitesse. Il a du sens pour la planète, donc pour les plus jeunes. On fait beaucoup de formations, nous, auprès des artisans reconnus garants de l'environnement. Et on a aussi tout un catalogue pour ce qu'on appelle une génération jeune artisan. Ouais. Donc, formation nécessaire aussi, parce qu'il y a parfois des gens qui abusent un peu ou qui ne sont pas forcément très professionnels sur les travaux. Il y a parfois ça, c'est très marginal. Je pense qu'il ne faut pas prendre des anecdotes pour en faire des exceptions. Oui, mais c'est ce que les gens voient parfois. Donc oui, mais par exemple, on a vu les travers, il faut effectivement rester sur des gestes simples. On a changé les régulations sur l'isolation des combles, parce qu'il y avait effectivement quelques excès. Résultat, tout le monde dépend dans la pompe à chaleur. Un bâtiment qui n'est pas isolé, une pompe à chaleur ne sert à rien. L'isolation des combles, c'est un geste simple qui est efficace. Donc il faut rester sur des gestes simples, donner de la clarté, de la visibilité. Sinon, les artisans ou les grands industriels, même comme Saint-Gobain, s'y perdent. Donc de la constance, de la lisibilité. On fait beaucoup de formations. Nous, on a à peu près 15 000 artisans par an reconnus garants de l'environnement, formés par nos enseignes Point P. Par exemple, en France, on a des programmes Génération Jeunes Artisans. Donc, on travaille avec la CAPEB, avec la Fédération Française du Bâtiment, pour attirer les jeunes dans ce métier moderne, innovant du bâtiment et qui a un vrai sens pour la planète. L'innovation dans les matériaux, en quelques mots, quelques projets, idées, innovations justement qui arrivent. Alors, c'est beaucoup lié à l'économie circulaire. Parce qu'en 2023, on va devoir récupérer tous les déchets de démolition du bâtiment. Par exemple, en France, notre isolation a maintenant 55% de produits recyclés. On a fait au mois de mai une première mondiale d'une production zéro carbone de verre plat. On va lancer au mois de septembre, c'est un peu un scoop, alors je le réserve pour vous, sur une production bas carbone de vitrage. On va pouvoir proposer du vitrage bas carbone qui va baisser quand même de 40 à 50% la teneur en carbone. Donc il y a beaucoup d'économie circulaire, beaucoup de décarbonation. Et puis ensuite, la mise en commun de tous ces produits, également des produits biosourcés. On a doublé nos capacités de fabrication d'isolants biosourcés et fibres de bois en France. Donc voilà, c'est économie circulaire, nouveaux matériaux et aussi décarbonation. Sur la question du bois, peut-être que vous en parliez un petit peu, Véronique, mais sur aussi les pénuries. Sur les nouveaux matériaux, on va en tester aussi pour toi. On a un accord de partenariat désormais et nous, on va tester au fond sur Invalide, en particulier le verre dont tu viens de parler. Et puis, nous, ce qu'on essaye... Sur Invalides, c'est-à-dire sur la rénovation des Invalides, on va travailler, enfin, le concours qu'on a gagné, on va tester, au fond, le produit de Benoît. Et puis, on va travailler ensemble sur quelque chose que nous, on pousse beaucoup, qui est le bâtiment sans chauffage et sans clim. Alors, je sais que tout le monde est sceptique. Ça fonctionne en Suisse et en Autriche, donc ça me laisse plein d'espoir pour la France, en réalité, modulo les réglementations. Et alors, ça marche comment, ça? Alors, en réalité, c'est un mélange de construction extrêmement traditionnelle, des murs épais, de l'air qui circule, et des choses extrêmement sophistiquées en matière de physique et de digital pour réguler tout ça. Et puis donc, Benoît nous a proposé de nous aider à, au fond, regarder ces sujets-là, et que ces équipes de recherche et de développement travaillent avec nous pour aller jusqu'au bout de cette expérience-là. Donc, ce que je trouve intéressant dans le moment, c'est qu'en fait, les entreprises sont en réalité extrêmement ambitieuses et qu'elles trouvent d'autres chemins pour donc y aller. Cette crise, finalement, incite à accélérer les choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on restait dans le monde d'avant. Je pense que autrefois, d'abord, qu'un groupe comme Saint-Gobain était un fournisseur très très éloigné. Parce qu'on avait des partenariats. On avait beaucoup en fait d'étapes entre Saint-Gobain et nous-mêmes. Et aujourd'hui, on se rapproche. Et c'est aussi une relation fournisseur-client, mais au-dessus de ça, c'est vraiment du partenariat. Comment est-ce qu'en travaillant ensemble, au fond, on fait progresser ces sujets-là? Et nous, on est vraiment en capacité de tester le plus vite possible les produits que Benoît a besoin de tester. Et voilà. C'est très intéressant parce que le monde du bâtiment, c'est fascinant, bouge à toute vitesse. Et il se trouve qu'on a la solution technique pour décarboner le bâtiment. C'est pas le cas d'hydrogène vert, d'avion vert aujourd'hui. Il y a encore des défis technologiques beaucoup plus lointains. Nous, on a la solution. La difficulté, c'est de coopérer tous ensemble pour organiser, faire bouger une chaîne de valeur qui était assez fragmentée. Les industriels, les architectes, les artisans, le particulier, les promoteurs immobiliers. Et donc c'est ça le défi qu'on a dans la construction. Mais s'il y a des leaders qui s'assemblent, on peut aller très vite et la solution technique
existe. Mais le défi, Benoît, c'est de réussir à produire à coût abordable. On revient à votre première question. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord. Je pense qu'au fond, le logement durable, on a toutes les solutions. On a de plus en plus et ça avance très très vite. Le vrai défi qu'on a ensemble et le vrai défi de Nexity chez nous, c'est de produire. C'est pas de produire du bas carbone, c'est de produire du bas carbone à prix abordable. C'est ça notre enjeu aujourd'hui. Un autre des grands défis, c'est le réchauffement climatique. Dans les villes demain, seront-elles déjà abordables pour avoir des logements? Est-ce qu'elles auront des logements? Est-ce que ces villes seront vivables? Là aussi, qu'est-ce qui, chez Saint-Gobain, peut permettre de rendre ces villes de demain plus durables, plus supportables, adaptées à un monde à 1,5, peut-être 2 degrés de plus? Il y a des solutions d'efficacité énergétique chaud ou froid tout à fait importantes. La question qui monte, c'est également la qualité de l'air. On le voit en région parisienne, mais on le voit aussi dans des grandes métropoles comme Delhi en Inde. Donc la qualité de l'air est quelque chose de très important. Ça veut dire circulation de l'air, ça veut dire ventilation, ça veut dire produits qui peuvent absorber des composés organiques volatiles. Donc tout ça, c'est la science du bâtiment qui peut le proposer. Et nous, notre science du bâtiment, elle apporte des solutions et on essaye de les reproduire partout sur la planète, dans les 75 pays dans lesquels on opère. Et puis par ailleurs, on décarbone notre propre trajectoire industrielle. On a baissé de 23% les émissions de CO2 de Saint-Gobain sur les 4 dernières années. Donc il y a des solutions. On peut vraiment avancer sur des solutions. Et il ne faut pas croire que des pays dits émergents sont en retard sur ces sujets-là. Des questions de biomasse, des questions de circularité, d'économie circulaire, des questions de construction, par exemple en terre crue. On peut excaver de la terre crue pour construire. Donc il y a quand même tout un tas de solutions qui vont rendre des solutions possibles. Et puis, moi, je pense que ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que on va vraiment être obligé de s'attaquer aussi au stock. Nous, on était historiquement, on produisait du logement neuf. Aujourd'hui, on produit en fonction des fonciers qu'on a du logement neuf ou rénové. 36 millions de logements dans ce pays, probablement beaucoup à retravailler pour que ce soit vivable au fond dans une ville qui doit être durable, parce que la Fondation de l'Abbé Pierre disait qu'il y avait 4 millions de Français mal logés. Mais c'est même sans compter tous ces sujets d'appartements où il sera vraiment... Oui, puis on commence à avoir des bidonvilles aux portes de nos villes. Hein. Par ailleurs. C'est un vrai sujet. Mais ça c'est la production de logements elle-même. Mais ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on va vraiment être obligé de s'attaquer au stock de logements. Et nous, c'est des choses qu'on regarde de plus en plus. Alors, il y a des questions de matériaux, il y a des questions aussi de rénovation très profondes qui vont bien au-delà de la rénovation énergétique. Donc, je pense que de nouveau, ce qui me rend très optimiste... de la ville sur la ville. Oui, ce qui me rend très optimiste pour nos métiers, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis après, pour la ville durable, je pense que c'est quand même beaucoup de la responsabilité des maires, des espaces publics, de la façon dont la ville est conçue. Alors nous, on aide évidemment. De plus en plus, on se préoccupe des espaces verts. Nous, on milite pour qu'il y ait de la densité et surtout de la hauteur, parce que quand on réussit à faire de la hauteur, on fait des espaces publics. C'est un peu basique, mais c'est vraiment très important. Et c'est surtout ces sujets-là qu'il va falloir qu'on convainque. Il vaut mieux monter et puis laisser au fond de la pleine terre, des espaces verts, des arbres et des pelouses comme ici, en bas des immeubles, plutôt que d'avoir des petits immeubles qui couvrent tout le foncier. Densifier en protégeant effectivement une qualité de vie, quoi. Benoît ? Oui, moi, conclusion sur cette ville. Ma conclusion, c'est que je pense que le logement, la ville, c'est au cœur de la préoccupation des Français. Donc j'espère que le nouveau gouvernement, on voit l'urgence qu'il y a sur la santé, on voit l'urgence qu'il y a sur l'école. Je crois que le troisième sujet, au moins aussi urgent, c'est le logement, parce que c'est le bien vivre ensemble. Ça touche les hôpitaux, les écoles, les crèches, le logement chez soi, la qualité de vie au travail. C'est essentiel et c'est ça qui fait que nos sociétés vont continuer de progresser avec optimisme pour construire le futur. Après le Pinel, le Klein ? Moi, je pense vraiment qu'il faut, avant de se mettre à faire des dispositifs tous plus complexes les uns que les autres et qui coûtent beaucoup d'argent, vraiment se dire où est-ce qu'on loge, combien de logements a-t-on besoin et où est-ce qu'on loge les Français demain. Et ça, c'est vraiment la première question avant d'aller se remettre à faire de la technique avec... de la défiscalisation quelle personne ne comprend rien. Oui, je ne dis pas qu'il en faut pas, mais je dis qu'il faut arrêter de faire du logement un sujet technique réservé aux techniciens. Et vraiment, voilà, et admettre que le logement, c'est exactement ce que dit Benoît, c'est au cœur de la vie des Français. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut qu'on construise des logements. Sinon, nos enfants n'auront pas de logement. Ça va être aussi simple que ça. Le besoin de logement est criant, il est extrêmement fort. Il faut qu'on l'admette. Il faut qu'on le regarde ensemble. Et il faut qu'il y ait une vraie prise de position politique, au meilleur sens du terme, sur ces logements, on en a besoin. On en a besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Où est-ce qu'on les construit et comment on le fait? Et il faut donner envie aux maires de s'investir dans la durée sur le logement, sur la politique de la ville.
quand le maire de Stockholm décide d'être décarboné en 2030, il rend sa ville beaucoup plus attractive. Et donc, il faut donner envie aux maires de rendre leur ville attractive avec des écoquartiers, avec de l'ambition. Et parfois, ça le désincite de construire. C'est un peu ça, surtout avec les élections à venir dans 2 ans, 3 ans. Voilà, il faut retrouver du positif dans tout ça. C'est un métier politique difficile, mais très beau, le métier de maire. Et il faut donner les moyens aux maires d'être ambitieux pour rendre leur ville attractive, pour des emplois, pour des logements et pour du bien vivre ensemble. Bien, mais espérons que l'hiver 2024 ne sera pas la même chose que l'hiver 54 qui avait conduit l'abbé Pierre à sortir de sa réserve. C'est pas forcément gagné, mais on en reparlera certainement. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur la tribune, sur ce plateau des rencontres d'Aix, et à bientôt.